Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce Deep Tech Tour, la tournée des campus. Je remercie toutes les personnes qui sont présentes dans la salle et également les personnes qui nous regardent en live depuis chez vous, que vous soyez dans les bureaux, dans les transports ou que sais-je. En tout cas, aujourd'hui, on va parcourir une journée très riche en histoire, en émotions, en humanité, en innovation. Et donc, bienvenue en tout cas pour cette rencontre. On va découvrir sur ce plateau des témoignages, des tables rondes, tout ça pour apprendre à démystifier quel est le parcours en tout cas et de la Deep Tech, de l'innovation Deep Tech, et de ce rassemblement entre ces deux écosystèmes qui est l'écosystème académique et l'écosystème entrepreneurial. On va découvrir alors les histoires du projet et des projets de celles et ceux qui ont osé franchir le pas, et on va s'enrichir de tout ça. On a eu beaucoup d'étapes déjà. Aujourd'hui, on est à Rennes et on remercie en tout cas les locaux de l'Université de Rennes 1 de nous accueillir aujourd'hui. On a eu plein de petits rendez-vous déjà comme ça dans plein de villes en France. On est sur l'avant-avant-dernière, c'est bientôt la fin de cette tournée, mais il y a encore beaucoup de choses à raconter. Et donc aujourd'hui, on va partir du 10h à peu près jusqu'à milieu d'après-midi pour découvrir toutes ces histoires. Je me présente, je m'appelle Renaud Pourpre, j'ai l'honneur d'être l'animateur de cette journée. Pour mieux me connaître, je me présente très brièvement. Je suis ex-chercheur en microbiologie et aujourd'hui entrepreneur dans la communication scientifique. Et mon rôle, c'est de démystifier justement les histoires des chercheurs et chercheuses et de ces histoires, en tout cas, d'innovation. Je suis aujourd'hui sur ce plateau sous le compte de The Meta News pour les représenter. Donc The Meta News qui est le journal pro-chercheur. Si vous ne connaissez pas The Meta News, c'est une newsletter qui décrypte l'actualité scientifique du point de vue des chercheurs. Mais c'est aussi un podcast qui pourrait vous intéresser, qui s'appelle le Déclic Deep Tech. Un podcast dans lequel justement on démystifie l'histoire de ces personnes qui ont osé sauter le pas. Il y a 2 saisons disponibles. Une première saison où on découvre c'est quoi le déclic, un événement, une rencontre, ce genre de choses. Et la saison 2 se focalise plus sur justement la personne, c'est qui, quelle est cette rencontre, quel est ce personnage qui a poussé ces entrepreneurs et entrepreneuses d'aujourd'hui à sauter le pas. Aujourd'hui, on a 250 personnes inscrites. Je vous remercie encore une fois d'être là. Et pour commencer du coup cette émission et pour introduire cette journée, quoi de mieux que d'inviter d'abord à monter sur scène avec moi 2 personnes qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Je vais donc appeler David Alice, ou David Alice si je le prononce bien, président de l'Université de Rennes 1, et également Pascal Ribon, directrice Deep Tech BPI France. Je vous en prie. Merci à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir de vous avoir. Je vais tout d'abord donner la parole à Monsieur Ali ou Alice. Alice. Monsieur Alice, du coup, vous êtes président de l'Université de Rennes 1. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tout simplement, ça vous fait quoi, du coup, d'être sur ce plateau Deep Tech Tour et que représentent un peu les Deep Tech pour vous ? Alors, pour nous, et j'allais dire c'est un nous collectif, et je salue les représentants des universités de Bretagne, des grandes écoles et des organismes nationaux, c'est une fierté et c'est une reconnaissance de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes une grande métropole, aussi une grande région de l'innovation, et notre université, depuis finalement toutes les évolutions, ça fait partie de notre ADN, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est un moment aussi important puisqu'on est en train de travailler à la construction d'une université de Rennes marquée comme université inclusive, d'excellence, université de l'innovation. Et quoi de mieux que le Deep Tech Tour pour marquer cette ambition collective ? Voilà. Et donc pour moi, je salue les doctorants, les chercheurs, donc dans les laboratoires qui inventent le monde de demain. Et je crois qu'aujourd'hui, on est aussi marqué par des crises géopolitiques, des crises sanitaires, des crises économiques, et que nos universités, nos grandes écoles, nos laboratoires, bien en fait, ils peuvent nous aider à trouver les solutions de demain. Et donc tout le travail que vous faites justement avec tous les acteurs de l'innovation,
c'est les sensibiliser, les responsabiliser, donner plus de fierté, renforcer ses compétences. Je notais votre parcours à vous-même. Hein. Pour moi, c'est ce que nous faisons de mieux. Et je crois que j'allais dire, on sait que le monde change, le monde évolue, hein, c'est une des règles. Et aujourd'hui, les frontières sont très poreuses. Universités, grandes écoles, organismes. Et je trouve que le Deep Tech Tour, il nous aide justement et à renforcer ce lien avec notre troisième mission. Donc voilà, moi, c'est avec beaucoup de plaisir, de fierté collective que nous vous accueillons. Et j'espère que donc ce tour de France, hein, dans cette étape Rennes-Bretagne, pour moi, c'est vraiment une fierté pour la dynamique de Bretagne et comment est-ce qu'elle peut contribuer à relever les défis de demain. Et je remercie toutes les personnes qui sont là, présents aujourd'hui. C'est vraiment important pour nous. J'ai vu le programme qui est très riche. Et donc, moi, j'ai beaucoup de confiance pour cette journée et pour la suite. Merci, c'est sûr que ça va être super. J'ai regardé les sujets d'aujourd'hui, parce qu'il y a certaines tables rondes qui seront animées par d'autres acteurs de l'écosystème de la région. Et je vous promets qu'on va apprendre plein de choses. En tout cas, merci. On a parlé d'interface, de collaboration. C'est tout logique puisqu'on est justement à ce point de réunion. Pascal Ribon, vous êtes habitué maintenant à ce plateau Deep Tech Tour. Vous avez voyagé un peu partout en France. Quelques mots peut-être sur l'ambition Deep Tech et qu'est-ce que ça représente pour vous? Oui, d'abord, vous l'avez dit, effectivement, c'est la 15e date. D'abord, un grand merci à l'Université de Rennes et puis à l'ensemble des acteurs de l'écosystème de nous accueillir aujourd'hui pour cette dernière date en province. Je ne sais pas si on peut le dire exactement comme ça. Après, il y a Paris-Saclay et puis il y a 2 dates parisiennes. Et effectivement, ça nous fait aussi très plaisir de revenir. On était venus il y a 2 ans, c'était juste avant le Covid. Et donc on avait pas mal échangé et il y avait déjà une dynamique assez forte. Il me semble que d'ailleurs il y avait un contrat qui avait été signé avec l'État sur les campus d'innovation ou enfin autour de l'innovation, et c'est intéressant de voir la dynamique qui est portée. Nous, au travers de cette tournée Deep Tech, c'est une volonté très forte de pouvoir resserrer les liens entre le monde académique et le monde entrepreneurial. Ça a été dit, c'était vraiment au cœur, l'ADN du plan Deep Tech qui a été lancé il y a 3 ans avec des moyens massifs, plus de 2 milliards d'euros à l'époque, et qui ont été encore réabondés plusieurs années de suite, et là de façon encore massive par l'État avec France 2030. On voit que l'innovation et les crises qu'on a traversées renforcent encore cette importance de transférer les résultats de la connaissance, les résultats de la recherche dans le monde, dans la société, que ce soit d'ailleurs des sujets technologiques ou des sujets plus SHS, parce qu'on a aussi de la deep tech dans le monde des SHS. Et donc cet enjeu, il est au cœur de la tournée Deep Tech, le plan Deep Tech. Donc je le disais, des moyens massifs, mais ces moyens, ils peuvent prendre leur sens que si l'ensemble des acteurs de l'écosystème travaillent ensemble. Et c'est vrai que ces technologies de rupture, elles émergent dans les laboratoires de recherche. Et donc, c'était vraiment important pour nous d'aller échanger avec l'ensemble des écosystèmes, de partager sur tous les outils qui sont mis en place, les outils que nous, on met en place pour le compte de l'État, mais aussi bien comprendre, nous, de notre côté, ce qui se fait dans les différents écosystèmes, ce qui se fait aussi, bien comprendre le monde académique qui était peut-être un petit peu plus loin pour BPI France. Et bon, il y a l'ancêtre de l'ANVAR pour les plus anciens qui ont bien connu ce monde où finalement on finançait au plus près des laboratoires. C'est peut-être une évolution qui va revenir finalement, parce que l'enjeu de l'innovation technologique est au cœur des programmes d'innovation qui sont portés actuellement par les pouvoirs publics. Voilà, et donc le Deep Tech Tour, ça matérialise ça au plus près des écosystèmes, et on est vraiment très très content d'être là aujourd'hui. Super, merci. En tout cas, de ce que j'entends, c'est vraiment un travail de longue haleine, puisque justement rapprocher ces écosystèmes, ça nécessite aussi de se rapprocher, comme vous l'avez dit, des écosystèmes locaux, de comprendre en quoi, quels sont les leviers forts de la région. Est-ce que d'un point de vue, en tout cas, de la mise en place, enfin, récemment en tout cas, vous avez vu un certain élan et engouement de la part des chercheuses et des chercheurs pour se rapprocher un peu plus de l'écosystème entrepreneurial de votre...
Alors oui, parce qu'on est engagé dans cette dynamique au-delà de l'Université de Rennes 1. On embarque l'Université de Rennes 2, les grandes écoles, les organismes dans ce qu'on appelle le campus d'innovation. En novembre dernier, nous décernions nos prix de l'innovation. Et j'ai ce souvenir avec la SAT Ouest Valorisation, on travaille avec la Technopole, je salue pour le pool, on travaille avec la région, la métropole, l'ensemble des technopoles. Et je crois que c'est devenu plus naturel, si vous voulez, pour un chercheur, de faire valoir ses travaux, de montrer le sens qu'ils ont. Et on a aussi trouvé davantage de thématiques fédératrices. Par exemple, pour nous, l'université des transitions, au sens du numérique, de l'environnement, de la santé globale. Et à l'intérieur, beaucoup de thématiques différenciantes. Et on ne raisonne plus par discipline au sens uniquement section CNU pour ceux qui connaissent, ou j'allais dire par unité de recherche, mais bien dans des grands enjeux aussi interdisciplinaires. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir aussi des chercheurs de différents laboratoires qui créent ensemble. Voilà, vous avez des EUR comme le sport et numérique, vous avez la cybersécurité et la citoyenneté, des nouveaux enjeux. Et je pense qu'il y a une fierté collective. Et donc pour les doctorants, alors quand on travaille, on est spécialiste de son domaine, mais je crois qu'il y a maintenant cette habitude de communiquer. Et j'ai une petite pensée, vous ne le saviez pas, mais c'est un étudiant de l'IRISA, qui est le premier laboratoire d'informatique de France, qui sera la finale de ma thèse en 180 secondes. Voilà, donc symboliquement, alors peut-être parmi vous, il y a des doctorants qui vont candidater demain, mais ça, je pense que c'est aussi une évolution plus forte. Alors oui, depuis les années 2000, on avait les doctorales, les incubateurs, je pense, on était le premier SAIC de France à Rennes. Il y en avait 3. À l'époque de Claude Allègre, c'était un de mes prédécesseurs, Patrick Navat, il avait lancé. Mais quand je vois ce qu'on a fait depuis 2022, je vois la LPR, je vois le PIA, je vois France 2030, je pense qu'on a un moment d'accélération et on embarque tout le monde, quoi. Voilà. Et la présence des doctorants aujourd'hui, c'est eux les chercheurs de demain, et je trouve qu'ils baignent dans ces évolutions-là. Et dans les écoles doctorales, je salue le travail qu'on fait, on met en avant des parcours d'entrepreneuriat, on met en avant des doctorants entrepreneurs. Donc tout ça est très nouveau, enfin tout ça s'accélère. Voilà. Super, merci pour partager tout ça. Pascal, je vous voyais hocher à la tête, c'est quelque chose aussi, cet engouement que vous avez vu de votre côté en tout cas? Oui, nous, on le voit, on a lancé un baromètre sur l'entrepreneuriat auprès des doctorants et des jeunes chercheurs, et on voit effectivement qu'il y a un taux d'adhésion qui est très fort, on en a plus de 40% qui, alors suivant les années, ça varie entre 40 et 50%, qui envisagent en termes de poursuite de carrière la création ou la participation à une start-up. Donc on voit que ça fait partie maintenant du champ des possibles. C'est pas quelque chose comme ça un petit peu pour quelques happy few ou quelques uluberlus qui se lanceraient dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est quelque chose qui s'ancre dans le réel. Et l'année dernière, on a aussi interrogé les encadrants. Et on voyait que de façon très, très majoritaire, ils partageaient le fait que ça fait partie du champ des possibles pour la poursuite de carrière d'un jeune docteur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disaient « mais nous, on ne sait pas faire ». Accompagner le doctorant sur ces sujets-là, on ne sait pas, on connaît pas le sujet, et donc c'est aux autres de faire alentour. Et donc il y a probablement un sujet autour aussi de l'accompagnement. On fait beaucoup de choses pour les jeunes docteurs. On en parlait d'ailleurs avec certains là ce matin. Il y a probablement quelque chose à faire avec aussi les encadrants de thèse, de façon à les aider à accompagner cette dynamique, à pouvoir y répondre d'une façon qui soit la plus simple possible et qui permette de répondre aux aspirations des jeunes doctorants. Super. En tout cas, on va voir aussi au cours des tables rondes de cet après-midi quelques exemples aussi de réflexion autour de comment on peut accompagner et comment vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Donc, je vous remercie tous les deux. Je vais vous demander du coup de repartir avec le public avant de vous rappeler un peu plus tard, puisque je vais inviter nos prochains invités. Donc merci beaucoup. À tout à l'heure. On peut les applaudir. Je vous remercie. Avant de passer et de concrétiser tout ça autour d'une charte dont on va aborder le sujet juste après, je vais appeler sur scène monsieur Florent Delaval,
le DRARI, donc le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Asseyez-vous, je vous en prie. Est-ce que le micro peut être testé? Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, collez-le bien au menton, comme ça on vous entend bien. Bonjour Monsieur Delaval, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes délégué régional académique à la recherche et à l'innovation. D'un point de vue de cette perspective, le Deep Tech Tour, ça représente quoi un peu pour vous? Alors, je vais déjà commencer par dire que j'ai l'honneur de représenter ici le préfet de région et le recteur de région académique. Et parce que le sujet Deep Tech, innovation, comme on veut, en fait, il est à la croisée des deux fonctions, du MESRI et d'une politique interministérielle, puisque l'innovation, ça touche tous les domaines. Et les ruptures qu'on apportera demain, potentiellement, c'est dans tous les domaines. Je voudrais dire qu'aussi dans l'intitulé que vous avez rappelé, recherche-innovation, en fait, on fait le lien entre deux sujets qui, pour nous, ça semble tous évident, le lien, mais en fait, il n'a rien de substance, enfin, il n'a rien de, d'intangible. Je rappellerai simplement une petite anecdote qui est que Theodore Maiman, quand il a dit à son labo, c'était dans la fin des années 50 en Californie, qu'il voudrait inventer le laser, on lui a dit « Est-ce que tu veux pas plutôt faire quelque chose d'utile ?» Donc il l'a fait quand même dans son garage à travers ce qu'on appellerait aujourd'hui un projet de maturation. Et en fait, ce qu'il a fait, et ce sur quoi travaillait son labo, ça découlait de choses qui avaient été conceptualisées en termes de recherche par Einstein notamment, c'était dans les années 1910. Donc c'est pour montrer que le lien entre technologie et recherche, même si pour nous il est conceptuellement évident, il faut le voir quand même sur le long terme. Et donc on ne peut pas forcément demander à un chercheur d'être inventeur tout de suite. Il y a un processus. Il y a un temps de production et de processus de recul à avoir, oui. Absolument. Absolument, mais je dirais aussi que, pour poursuivre, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais on est dans une époque, alors ça a été rappelé sur les conditions du financement, du discours public qui accompagne, public et on va dire grand public, qui accompagne l'innovation aujourd'hui. On est dans une époque aussi un petit peu folle. Vous savez sans doute que le financement de la tech, il a explosé dans le monde en 2021. Il a doublé, il est passé à 600 milliards. 600 milliards, c'est le PIB de la Belgique. Alors en Belgique, je ne sais pas si vous êtes promené dans les forêts, il n'y a pas beaucoup de licornes. Ou alors si vous en voyez, c'est sans doute des juments avec une corne en plastique scotchée. La tech, c'est un peu pareil, et c'est pour ça qu'on a inventé le mot deep tech en quelque sorte. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot, mais en fait, il veut dire que si on veut apporter de la rupture, quelque part, on le fait sur des fondamentaux, et ces fondamentaux, ils viennent pas de nulle part. Ils viennent à un moment, même si c'est pas de la recherche qui a été faite il y a 3 ans, ils viennent à un moment de travaux qui peuvent être issus des laboratoires, et ça peut être il y a 10 ans, il y a 20 ans. Donc, au travers de ça, on a tendance peut-être à l'oublier ou pas, mais c'est vrai que c'est intimement lié, du coup, cette recherche en laboratoire jusqu'au transfert à une technologie. Et ça prend du temps, c'est ce que vous étiez en train de dire, justement. Alors, ça prend du temps, même quand on prend le process lui-même, c'est-à-dire que, imaginons qu'on ait déjà un chercheur qui soit volontaire, un chercheur qui peut être un doctorant, avant qu'il obtienne une valorisation, ce qu'on va appeler un transfert véritable économique avec un retour, de l'invention sur laquelle il va commencer à travailler, il peut s'écouler 5, 9, 10 ans. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'un accompagnement. Et c'est pour ça que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale ou locale, on essaie d'aménager une piste de décollage. Alors, on ne fabrique pas l'avion, l'université ou les écoles forment le pilote. Et voilà, l'État s'occupe les collectivités, BPI France s'occupe de la piste de décollage. Et dans la région, du coup, ça se concrétise un peu comment, cette construction de cette piste d'atterrissage ou de décollage? Alors voilà, donc l'État, il s'occupe notamment, je ne vais pas revenir sur tous les détails parce qu'on va en parler abondamment plus tard dans la journée, il s'occupe du financement et du cadre, mais ce qui est important, c'est d'accompagner les gens en proximité. Et accompagner les gens en proximité, ça veut dire qu'on construit une sorte, le mot est un petit peu galvaudé, mais d'écosystème. On a aujourd'hui la chance d'avoir en région beaucoup d'outils. On a des outils pour l'entrepreneuriat étudiant avec Pépite Bretagne. On a des outils pour le transfert technologique et tout le savoir-faire que ça nécessite avec la SAT West Valorisation.
Et on a aussi l'accompagnement des projets innovants à travers l'incubateur ALEC qu'on a rappelé, qui s'appelle Emergis et qui est porté par les 7 technopoles de Bretagne. Et bien sûr, ça marche si tout ce monde-là travaille ensemble, correctement. Et c'est aussi le sens du projet qui a été financé il y a à peu près 1 an, qui s'appelle Deep Tech Bretagne, et qui est maintenant bien lancé. C'est de faire travailler tout le monde ensemble au service des projets Deep Tech qui ont des besoins particuliers pour qu'ils soient accompagnés correctement et sans rupture. Super. Eh bien, merci beaucoup. Je vois que le temps file, donc on va passer à la suite. Je vous remercie. Je pense qu'on peut applaudir. Merci de votre attention. Monsieur Delaval, merci beaucoup. Je vous invite à redescendre avec le public et je vais rappeler à nouveau mes invités, donc David Alice et Pascal Ribon, et également Hervé Lelarge, directeur régional Bretagne, BPI France, à me rejoindre sur scène. Puisque tout ça, ça se concrétise, installez-vous, je vous en prie. Tout ça, ça se concrétise par une charte, pardon. Je vous en prie, asseyez-vous, oui, devant. Voilà. Très bien. Et donc, avant de la signer, on va un peu la démystifier ensemble. Donc, merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoint, Monsieur Lelarge. Tout d'abord, je vais m'adresser à Pascal, tout simplement. On va peut-être reprendre quelques petits mots qu'on a abordés juste avant, mais l'ambition portée par la charte, quelle est-elle ? Alors, la charte, c'est un travail qu'on a démarré après le premier Deep Tech Tour, avec quelques universités. On s'est dit, finalement, comment est-ce qu'on pourrait partager tout ce qu'on fait concrètement ensemble ? Comment on peut s'entraider entre l'écosystème de BPI France et l'écosystème des universités. Qu'est-ce qu'on fait déjà ? Qu'est-ce qui se fait à certains endroits qui pourrait se faire à d'autres ? Et donc, on a fait un groupe de travail et on a listé toutes les thématiques sur lesquelles on pouvait attendre quelque chose l'un de l'autre pour favoriser la construction de cet écosystème véritablement très imbriqué entre le monde entrepreneurial et le monde académique. Et on s'est fait aider par un graphiste et les dessins sont très sympas, on les réutilise nous ensuite. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cette charte avec à la fois on a travaillé donc dans le groupe, on avait des représentants des universités, on avait des représentants des équipes innovation sur le terrain. Et donc on a listé toutes ces potentielles coopérations. Et à partir de là, l'idée de cette charte et de la signature, c'est de pouvoir plus ancrer dans le quotidien de ce travail coopératif entre les délégations locales et puis les universités, cette coopération, et peut-être d'ouvrir, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient, mais des choses différentes suivant les endroits, et finalement de pouvoir avoir une vision globale et tirer d'autres fils. Super, merci. Monsieur Alice, du coup, pour l'université de Rennes 1, qu'est-ce que ça ouvre comme opportunité, justement, ce genre de charte ? Comment ça se concrétise ? En fait, pour moi, c'est l'occasion aussi d'aligner et d'intégrer par rapport à une vision partagée. C'est-à-dire qu'on avait déjà des pôles d'entrepreneuriat étudiants depuis presque 10 ans. On avait la formation en doctorant à la création d'entreprises. On a la SAT Ouest Valorisation. On a la chance d'avoir BPI France avec nous. Mais ça permet justement d'aligner un peu ces objectifs, de mettre en avant l'écosystème avec BPI France. Et pour nous, on est à peu près, je prenais mes comptes, 35 chiffres par exemple sur le site René Parent, aussi à peu près le même nombre aussi de start-up, des laboratoires communs, mais de l'afficher comme ça avec vous et puis d'en faire un levier pour l'ensemble des établissements rennais, bretons, et je crois que symboliquement c'est très fort, quoi. Et puis ça montre l'articulation entre le national, le régional, l'organisme, l'université, la grande école. Donc c'est vraiment cette logique intégrée et puis que l'on porte au niveau de l'établissement. Et j'y voyais aussi une occasion parce qu'on a aussi besoin de sens. Et là, je salue les doctorants et doctorantes. Je profite d'ailleurs je me réjouis parce que je vois beaucoup de femmes aujourd'hui, donc je trouve ça formidable. Et c'est aussi dans ces créations d'entreprises, nous-mêmes, on est sur le développement durable, la transition écologique, le numérique responsable, la santé. Et je pense qu'à travers cette convention, c'est presque une vision que l'on porte sur la création d'entreprises, la technologie pour le bien commun,
l'entrepreneuriat féminin, la création, les soft skills. Je pense que c'est pas qu'un acte juridique qui se rajouterait à toute une série de conventions. C'est une vision que nous partageons et que nous voulons porter ensemble sur tout le territoire. Voilà. Et donc, pour moi, c'est à la fois un point d'aboutissement et puis un point de départ. Super. En tout cas, on sent que ça concrétise les choses et que ça rend la vision palpable et dirigeable. Du coup, Monsieur Lelarge, à l'échelle régionale, vu que tout ça, ce rassemblement, ça s'ancre dans un territoire, dans une localité, sur quoi ça peut déboucher ? Comment ça peut se concrétiser, selon vous ? Secure-IC, où on faisait une manifestation pour sensibiliser nos chefs d'entreprise à la cybersécurité. Et des locaux de Secure-IC qui ne sont pas très loin d'ici, en regardant par la fenêtre, on voit les entreprises Ariad Next, on voit donc Secure-IC évidemment. Enfin, il y a toute une digital tech qui s'est créée sur ces sons. On a Kai Labs aussi, qui est une très belle entreprise dans les lasers dont parlait Florent tout à l'heure. On va la recevoir aujourd'hui d'ailleurs. Et ce sont tous des entrepreneurs, donc tous des scientifiques de haut niveau, qui ont passé le pas de l'entrepreneuriat et qui ont créé aujourd'hui une richesse sur le pays de Rennes, en fait, avec plusieurs centaines d'emplois. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est encore plus facile. Enfin, je suis très heureux qu'il y ait 55 doctorants d'inscrits à cette journée. Et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Bon, ça a déjà été dit avant moi, mais n'ayez pas peur de franchir le pas de l'entrepreneuriat. Globalement, vous risquez pas grand-chose. Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, dit souvent que la France est un paradis fiscal pour la création d'entreprises, et notamment pour vous qui allez sortir de vos labos, n'hésitez pas à franchir ce pas. Il existe des accompagnements. Alors il y a beaucoup de choses qui font peur, le fait de se retrouver tout seul, le fait de ne pas être commercial, le fait de ne pas avoir d'argent. Ça peut paraître un peu rédhibitoire, mais aujourd'hui, il y a des solutions pour tout ça. Et c'est un petit peu l'ambition de cette charte, de regrouper en fait les 5 axes de cette charte. C'est en fait d'abord de sensibiliser, d'aller chercher les chercheurs, de vous faire connaître, de porter à votre connaissance tout simplement que ça peut se faire, qu'il y a de très belles aventures. Je peux en témoigner en tant que financier, ce sont des vraies aventures entrepreneuriales. Donc ça existe. Mais vous ne serez pas seul, il y a des accompagnements qui existent, et cette charte, finalement, finalise, valorise, met en lumière les partenariats qui existent aujourd'hui ici à Rennes, puisqu'il y a vraiment des accompagnants de haut niveau. Donc il y a la SAT, évidemment, il y a les 7 technopoles, il y a les écoles doctorales, BPI France qui apporte sa petite pierre aussi en matière de mise en avant, de mise en lumière et de financement, évidemment, derrière. Donc vous avez vraiment un écosystème qui peut vous accompagner, qui peut vous apporter les briques qui vous manquent. Les briques qui vous manquent, ça peut être de trouver si vous êtes le technicien de la bande, il vous manque peut-être un business développeur, un commercial. Donc là, il y a le pool notamment à monter des binômes en fait avec les commerciaux. Vous pouvez aussi créer un advisory board, donc un conseil avec d'autres chefs d'entreprise qui ont déjà passé les étapes que vous allez passer pour vous accompagner dans cette démarche. Nous, BPI France, on a de l'argent. L'État a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui est prêt à être investi, que ce soit en fonds propres, en subventions. Nous, BPI France, nos aides Deep Tech, je passe le message à Pascal Ribon, on les a déjà engagées. À fin avril, le budget 2022 est déjà engagé. Donc je cherche des enveloppes complémentaires. Pascal, si Félicitations aussi. Il va y en avoir, je l'apprends en direct. Puisque on soutient vraiment de beaux projets, donc soit avec des petites bourses French Tech Emergence, donc c'est quelques dizaines de milliers d'euros, pour vraiment lancer les choses. Et après, on a des aides vraiment plus structurantes à plusieurs millions d'euros pour vous accompagner de manière non dilutive, c'est-à-dire que vous conservez le pouvoir dans l'entreprise. Donc il y a vraiment des choses qui existent, et en fait, l'ambition de cette charte, c'est un petit peu de formaliser, de mettre en lumière ce qui existe, avec une force de l'accompagnement collectif ici à Rennes. Super. En tout cas, vous avez été très complémentaires. Merci, c'était très clair. J'espère que ça l'était aussi pour vous. On a un beau panorama de ce que peut mettre en place justement cette charte. Je vous propose maintenant d'aller la signer. Donc, je vais appeler le pupitre justement sur scène. Enfin, le pupitre ne va pas venir seul, bien sûr.
Lui aussi, il est accompagné. Il est très bien accompagné. Et pendant qu'on va procéder, enfin, qu'ils vont procéder en tout cas, à la signature de cette charte, je vais en profiter pour vous redonner quelques piliers en tout cas. Parce que comme l'a très bien dit Monsieur Lelarge, ça peut faire un peu peur ce genre d'aventure, c'est l'inconnu, c'est normal. Mais justement, il y a plein de choses qui sont mises en place justement pour vous accompagner et démystifier tout ça. Et c'est le but de cette journée, d'éclaircir tous ces points d'inconnu, ou en tout cas une partie d'entre eux pour avoir moins peur. Et donc ça se transmet autour de 5 piliers. Le premier pilier, c'est de sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs, le tout également au féminin, à l'entrepreneuriat. Donc tout ça, ça passe également par cette journée, mais aussi des rencontres que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire de rencontrer les gens, discuter avec eux et leur poser des questions, tout simplement. Le pilier numéro 2, c'est donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets des startups deep tech. Parce que l'inconnu, c'est aussi de savoir... Quand on a un bateau, tout va bien, je pense. Ça doit être le micro qui est tombé. Tout va bien. Quand on a un bateau comme ça dans l'océan de l'innovation, il faut savoir où on va et où on peut aller. C'est justement les acteurs de l'écosystème qui sont là pour vous accompagner. Ce sont les différentes îles que vous pouvez naviguer, aller aborder pour construire votre entreprise et votre aventure. Et donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le pilier numéro 3, c'est accompagner financièrement les chercheurs, les doctorants et les entrepreneurs. On l'a entendu justement avec Monsieur Lelarge. Il y a de l'argent, il y a des choses pour vous accompagner et vous n'êtes pas obligé de sortir des choses de votre poche. Le pilier numéro 4, c'est accompagner les entrepreneurs et startups deep tech sur le plan stratégique et opérationnel, car comme on l'a entendu, vraiment c'était juste parfait cette présentation. Parce qu'on est un chercheur, il y a des compétences, des approches qu'on n'a pas forcément. Le business, la stratégie, le réseau. Et donc, ce pilier est là justement pour compenser cette absence, en tout cas pour compléter les compétences des laboratoires. Le pilier numéro 5, c'est renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème Deep Tech. Voilà, ça se concrétise complètement par aujourd'hui, mais par d'autres événements. Il faut se rencontrer, il faut se parler et voir qu'on parle en fait la même langue. Voilà. Eh bien, c'est parfait, en plus la diapo est justement en train de dire ce que je suis en train de dire. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie en tout cas. Oui, je pense qu'on peut faire une photo. Alors, il faut trouver la place et l'emplacement. Peut-être je vous invite à revenir avec moi ici. On peut demander au photographe d'essayer de venir se positionner là ou selon la meilleure façon. Et tout de suite après, on va enchaîner avec le premier témoignage. Donc je vais déjà commencer à l'appeler pour me rejoindre. Il s'agit de Morgane Rousselot, présidente et CEO de CB Life. Et ensemble, on va voir un premier témoignage, 10 petites minutes ensemble, pour explorer en quoi sa startup va changer le monde et quel est son parcours. Super. Merci à tous les trois, merci pour cette signature. On se retrouvera probablement un peu plus tard pour rediscuter et débriefer de cette journée. Accueille notre ambassadeur. Allez-y, madame. On est très, très heureux de vous accueillir aujourd'hui et merci pour votre présence. Parfait. Merci. Bon, merci.